On se retrouve pour votre rendez-vous avec l'information présentée ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Quelques titres qui seront développés dans cette édition. Grippe A, malgré de nombreux élèves malades, l'école Edgar Taillade reste ouverte. Nous parlerons aussi du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfance. 600 arbres pour 600 entreprises, c'est le projet de la CGPME du Gard. Et puis votre portrait d'entreprise concernera le restaurant Passo Bio. Marlène, on vous écoute. Oui, on commence tout de suite avec le virus de la grippe A/H1N1 qui progresse dans le département. À Nîmes, le groupe scolaire Edgar Taillade reste ouvert malgré 38 cas de suspicion de grippe A. Les parents d'élèves en colère ne comprennent pas ce choix. Alain Bonnet s'est rendu sur place pour en savoir plus. Le groupe scolaire Edgar Taillade, touché à son tour par la grippe. En effet, les responsables de l'établissement constatent 25 suspicions en classe de maternelle et 13 pour la primaire. Ce n'est pas pour autant que l'établissement est fermé. L'inquiétude, c'est le fait que ce soit au niveau de la DAS et au niveau donc de la préfecture, qu'il n'y ait pas de décision ferme et radicale. On voit tout ce qui se passe dans les autres départements, on voit des fermetures donc dans les Midi-Pyrénées, dans l'Aude, en Lozère, enfin, tous les départements sont maintenant concernés comme nous. Il n'y a que nous qu'on a ce discours-là d'attendre, on ne sait pas quoi en fait. Ils attendent quoi, je ne sais pas. Les parents s'inquiètent et voudraient savoir si les grippes établies sont des cas de grippe A ou non et reprochent la politique de l'autruche de la part des autorités compétentes. On en déduit que moi c'est la politique de l'autruche et que de toutes les manières maintenant ils veulent prendre aucune responsabilité, qu'ils laissent faire les choses et que c'est les parents qui doivent prendre les décisions à leur place. L'inspection académique n'est pas favorable à la fermeture de l'école, ce qui agace les parents d'élèves. L'inspection académique dit qu'on n'est pas sur l'hypothèse de fermeture dans la mesure où donc, le fait de fermer, d'après eux, ne permettrait pas de ralentir l'épidémie. Donc vous allez laisser l'école ouverte? De toute façon, moi je laisse l'école ouverte, ce n'est pas moi qui la ferme, c'est le préfet qui peut prendre la décision de fermer l'école. En conclusion, ce que réclament avant tout les parents d'élèves, ce sont des prises de position fermes. On ne réclame pas spécialement que l'école soit fermée, on demande que des décisions soient prises en relation avec des recommandations, en relation avec des informations qu'on a pu obtenir, c'est ce qu'on demande. On demande d'avoir des prises de position et des affirmations qui nous soient faites, qu'elles soient fermées ou pas fermées. Si les mesures d'hygiène et sanitaires sont à travers la fermeture, effectivement, dans ce cas-là, on peut réclamer une fermeture. Si, d'après les autorités, ce n'est plus nécessaire parce que le nombre de cas est dépassé, parce que la contagion aura lieu quand même, on veut bien l'entendre, mais qu'on nous dise. À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, l'UNICEF a dressé ce jeudi un bilan nuancé. De nets progrès ont eu lieu, mais il reste beaucoup à faire pour transformer les promesses en réalité. Une des plus grandes réussites a été la baisse du nombre de décès des moins de 5 ans, qui est passé de 12,5 millions en 90 à moins de 9 millions en 2008. À Nîmes, aujourd'hui, Hélène Dorlac de Borne, ancienne secrétaire d'État à la famille et aux personnes âgées, s'est exprimée sur cette Convention des droits de l'enfant au micro d'Alain Bellon. La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Elle était composée de 54 articles. Elle énonce tous les droits des enfants, de leur naissance à la majorité, donc jusqu'à 18 ans en France, que les enfants sont tous égaux, sans discrimination de race, de religion ou de sexe, c'est très important de le rappeler, que la famille reste le lieu privilégié pour le bien-être de l'enfant et que par ailleurs une notion très nouvelle qui est apparue à ce moment-là, c'est la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes nos lois et dans les actes de notre vie courante. Il faut que les adultes sachent que les enfants ont des droits. C'est aussi important que les enfants soient au courant que les adultes, parce que nous avons encore en France plus de 30 000 enfants qui sont vraiment maltraités, victimes de sévices physiques, psychologiques et sexuels, de viols, d'inceste. Et ces enfants, il faut leur rappeler aux adultes qu'ils doivent être signalés. La loi que j'avais fait voter en 89 a créé un numéro national gratuit pour que l'on puisse appeler, c'est le 119, je le rappelle à chaque fois, on peut nuit et jour appeler ce numéro gratuit où des professionnels de l'enfance vous répondent et répercutent l'appel bien sûr sur la ville ou le département. Cette convention qui a effectivement 20 ans,
eh bien, elle est largement appliquée en Europe de l'Ouest et en particulier en France. Et même beaucoup de nos droits sont en avance sur les droits énoncés dans la Convention. Mais dans la plupart des pays du monde, malheureusement, des pays en voie de développement, des pays que l'on dit pauvres, elle n'est pas appliquée. L'UNICEF s'occupe surtout des enfants les plus défavorisés de la planète. Donc quand on récupère des fonds, c'est pour les pays en voie de développement. En France, nous faisons partie de ceux qui ont élaboré la Convention des droits de l'enfant. Donc nous avons un droit de regard, nous faisons attention, nous observons autour de nous. Mais nous avons la chance, je passe dans le Gard, d'avoir des avocats pour l'enfant, d'avoir des lois qui sont mieux appliquées. Il y a encore des choses à faire, mais nous sommes favorisés par rapport à d'autres départements qui n'appliquent pas les lois, toutes les lois et pour le bien-être de l'enfant. Hélène Dorlac-Deborn animera un débat demain à la mairie de Nîmes sur les droits de l'enfant expliqués aux parents. 600 arbres plantés par 600 entreprises. Une journée événementielle pour une opération spéciale ce jeudi à Nîmes. 4 chênes ont été plantés dans la cour du château de Générac. Un projet né de la volonté de la CGPME du Gard, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Alain Bellon était sur place. 600 arbres, 600 entreprises. La CGPME du Gard et les Costières de Nîmes se sont associés pour la plantation de chênes sur le territoire des Costières de Nîmes. Cet arbre a été choisi pour des raisons bien précises. Mais l'origine de cette idée vient de là où on ne l'attendait pas. C'est le 600e adhérent qui nous a donné cette idée. On a 600 adhérents, on plante 600 arbres. Le 600e en plus, c'est un adhérent que nous soutenons tous, c'est Nîmes Olympique. Nous avons souhaité montrer que le chêne, c'est un arbre noble, qu'il allait s'enraciner. C'est ce que nous souhaitons pour nos entreprises, l'enracinement sur le territoire. Nous souhaitons également que ces chênes progressent, grandissent, se développent comme les entreprises, qu'ils fassent des fruits, donc qui rapportent comme les entreprises également. Les 5 premiers chênes seront plantés devant le château de Générac ce 25 novembre. Les 595 arbres restants seront plantés par les viticulteurs sur tout le territoire du Costières de Nîmes le même jour. Depuis un certain nombre d'années, nous avons élaboré en relation avec Nîmes Métropole une charte paysagère et environnementale qui font que de ce fait nous avons pu adhérer à une charte de Fontevaux et nous sommes parmi les 5 premiers vignobles au monde à adhérer à cette charte de Fontevaux qui reconnaît le paysage comme acteur également économique à côté des entreprises viticoles et vigneronnes. Donc cette plantation d'arbres est une symbolique forte, mais très forte, parce qu'un terroir, ça se prend à un certain moment, mais il ne nous appartient pas, c'est un patrimoine national, il faut le savoir, une appellation d'origine contrôlée, c'est un patrimoine national, et de pouvoir planter pour l'avenir, pour les générations à venir, c'est une symbolique forte qui fait voir notre enracinement. La date pour la réalisation de cette action n'a pas été prise au hasard. Le 25 novembre est le jour de la Sainte Catherine. Et comme tout le monde le sait, ce jour-là, tout bois planté prend racine. Voilà, plus d'arbres pour un territoire plus vert et plus d'oiseaux qui nicheront dans ces arbres. Un aigle de Bonelli, victime de braconnage en France. Un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a découvert un jeune aigle de Bonelli mort au bord d'une route sur la commune de Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône. L'oiseau a aussitôt été confié au Conservatoire d'études des écosystèmes de Provence qui a fait procéder à un examen vétérinaire révélant la présence de plus de 30 plombs dans le corps tirés à faible distance avec une arme de chasse. L'aigle de Bonelli est un rapace méditerranéen menacé de disparition en France où ses effectifs ont diminué de 40% au cours des 60 dernières années. On dénombre seulement 29 couples en France en 2009. Et pour éviter la disparition de cet oiseau, l'État s'est engagé dans un plan national d'action coordonné au niveau national par la DIREN, Direction régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon et le Conservatoire des espaces naturels. Ce plan national a pour objectif d'augmenter les effectifs de l'espèce et de garantir sa survie sur le long terme. Malgré cette prise de conscience, l'actualité montre que des actes de braconnage isolés ont toujours lieu en France avec des conséquences dramatiques sur la population française d'aigles de Bonelli. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage va transmettre le procès-verbal au procureur de la République en vue de poursuites afin d'alerter l'opinion publique et mettre fin aux tirs illégaux de grands rapaces. Une plainte contre X pour destruction d'espèces protégées va être déposée par les associations. On part en village maintenant à Quessargues, où ce dimanche, on pouvait troquer des livres, une initiative originale qui a réuni un public nombreux désireux d'acquérir de nouveaux ouvrages. Un reportage signé par le lecteur-troqueur Michel Rousseau. Samedi 14 et dimanche 15,
Toujours à Quessargues, salle Saint-Exupéry, se tenait le premier livre-échange, dont le but était de permettre de troquer des livres lus ou devenus tout simplement inutiles, et en aucun cas, précisons-le, de les vendre. Une première et avait valeur de test. Normalement, cette période-là, on faisait un salon gastronomique. Bon, la conjoncture fait que on a préféré se mettre un petit peu en année sabbatique, et que, étant donné qu'on avait réservé la salle, on s'est dit pourquoi pas proposer une activité nouvelle sur Quessargues, pas faire de la concurrence avec d'autres associations sur des mêmes principes ou autres. Et c'est vrai que bon, j'ai 2 membres du conseil d'administration qui ont dit après tout pourquoi pas faire du livre-échange. Beaucoup de romans, certes, des policiers, des biographies très en vogue actuellement, des bandes dessinées, mais aussi des ouvrages de collection propres à satisfaire tous les publics, avec une prédilection de certains, ou plutôt de certaines, pour le fantastique. Je recherchais des livres de Stephen King. Et est-ce que tu en as trouvé? Oui, j'en ai trouvé 3. Alors montre-nous un peu ce que tu as. Voilà. Alors voilà. Le livre de Stephen King, donc Le singe suivi de le cheval. Oui. Et encore? Stephen King, Brume, la faucheuse. Oui. Et Misery. Et Misery, dont on a fait un film, je crois. Oui. Alors dis-moi, c'est donc la première fois que ça se fait à Quessargues. Est-ce que ce genre d'opération te paraît intéressante pour les gens, justement, bien sûr, qui aiment lire, ce qui semble être ton cas? Oui, c'est vraiment très intéressant. Surtout qu'il y a des livres qu'on lit plus et les échanger contre des livres qu'on aimerait bien lire, je trouve ça super. Les livres n'ayant pas été échangés pouvaient être récupérés par ceux qui les avaient apportés, à moins qu'ils ne préfèrent en faire don à la bibliothèque municipale ou à celle de Coconato, village avec qui Quessargues est jumelé. Une initiative intéressante donc, surtout en période de difficultés financières et où tout le monde trouve son compte, ce qui est plutôt rare de nos jours. Le portrait d'entreprise. Ce soir, nous découvrons le restaurant Passe au bio, une nouvelle façon de cuisiner les produits bio. Un reportage signé Nicolas Pinchino. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Régis et Leïla Garnier ont ouvert leur restaurant Le Passe au Bio à Nîmes depuis le mois de juillet 2009. Situé place du Château, à 2 pas de la Porte Auguste, ce lieu est dédié à la cuisine bio. On a tout construit, on a tout fait. En fait, il n'y avait rien, c'était une cave à vin avant. Voilà, on a tout fait, on a de la déco, les oliviers, on voulait vraiment que ça reste nature. Le but, c'était justement d'avoir une cuisine ouverte, de façon à ce que tout le monde puisse voir ce qui se passe en cuisine, par rapport à l'hygiène et puis par rapport à tout ce qui est frais. C'est un plaisir de travailler devant les clients, quoi. C'est toujours agréable, et on voit tout ce qui se passe, et on peut sortir en salle si on a besoin. Et c'est ce côté-là qu'on a recherché. Passe au bio, un nom sans équivoque. La cuisine proposée par Régis Garnier est donc de saison, avec des produits qui viennent directement de chez le producteur, ou quand ce n'est pas possible, le label bio est impératif. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire, de travailler des produits sains et surtout des produits frais. Ici, on n'est pas loin de la mer, donc je travaille beaucoup de poissons et on essaie de travailler donc tout ce qui est légumes biologiques, la farine, les huiles et tout ce qui se rapproche, les œufs, voilà, tout ce qu'on peut trouver en bio, on essaie de le faire découvrir aux clients. L'hiver, c'est plus dur de travailler les légumes frais, mais pour ça, le chef a quelques bonnes idées. Beaucoup de choux, des mâches, des lentilles, tout ce qui est après produits secs pour l'hiver. Là, on va avoir pas mal de clémentines, des choses dans le genre. Après, c'est un peu limité sur l'hiver, mais bon, on se débrouille, on fait beaucoup de potage. Côté ambiance, Leïla propose plusieurs soirées à thème, médium, voyance, danse, tango capoeira et pour la Saint-Sylvestre, soirée disco années 80. Le restaurant est ouvert toute la semaine, midi et soir, sauf le dimanche. Et pour les beaux jours, le Passe au Bio ouvre sa terrasse sous les verrières du passage Guérin.
miroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Voilà, et nous ouvrons maintenant notre page sportive, Marlène. Vous avez regardé l'équipe de France hier, Frédéric? Non, j'aime pas les tricheurs. On sait que vous l'avez regardé. Il y a eu Je une m'ai main de entendu Thierry Henry beaucoup parler aujourd'hui. sur le but litigieux de la qualification. 1-1, en tout cas, c'est le score donc, pour la France qui est qualifiée pour ce mondial. Et pour les crocos, on va peut-être parler des crocos, c'est un peu plus bref. Ils se déplacent à Istres dans le cadre du championnat de Ligue 2. Et ce sera samedi. Voilà, et justement, ce sera c'est le thème de Croco Hebdo, les prolongations. Ensuite, AC Hebdo, elle commence à piquer le fou rire, qui reçoit aussi l'Uzenac pour le 7e tour de la Coupe de France. Ça aussi, c'est après votre rendez-vous Croco Hebdo. Merci Marlène pour toutes ces informations. Merci Frédéric, bonsoir à tous très vite avec le ballon rond. Avec le ballon rond et vive les crocos. Merci de votre fidélité et à demain pour une autre émission, Les Aléas du Direct, 18h30.